Le 5 octobre 2019 ainsi que le 17 mars 2020, j'ai publié 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui étaient des tutoriels pour te montrer comment est-ce que toi aussi il t'était possible de cultiver, de faire pousser rapidement de la sphaigne vivante en partant de brins qui étaient plutôt semi-vivants, histoire d'obtenir ce genre de résultat. Aujourd'hui donc, dans cette vidéo, je ne vais pas te proposer un tutoriel avec des conseils pour faire pousser ta sphaigne, puisque il te suffit de cliquer sur les 2 fiches que j'ai mises ici pour que tu puisses visionner les vidéos que j'ai réalisées avant. Aujourd'hui, on va surtout voir les 5 erreurs que j'ai commises et les solutions que j'ai trouvées à ces problèmes pour réussir à obtenir ce genre de résultat. Donc, je t'invite à visionner la vidéo jusqu'au bout si tu ne veux pas commettre les mêmes erreurs que moi et ne pas les reproduire. Donc si toi aussi tu veux obtenir des jolis brins de sphaigne comme ça, que tu pourras ensuite utiliser dans la culture de tes plantes carnivores pour notamment surfacer certains de tes pots, qui peut être utilisé comme pour le Darlingtonia californica. C'est une plante qui adore avoir de la sphaigne au niveau de son système racinaire, mais également en surface. Le Cephalotus également est très friand, et même la quasi-totalité des plantes carnivores pour favoriser l'enracinement. Quand je réalise mes divisions, et notamment de Sarracenia, mais également quand je divise par exemple mes Drosera medionae, j'aime bien parfois mettre de la sphaigne autour du système racinaire lorsque celui-ci n'est pas très développé, parce que la sphaigne permet de favoriser l'enracinement, puisque cela permet à l'eau et l'air de circuler plus facilement. Et à la fin, en bonus dans cette vidéo, une 6e chose que je n'ai malheureusement pas réalisée à temps et que je vais faire aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin, puisque c'est très important de réaliser la dernière étape que je vais te montrer si toi également tu veux pouvoir obtenir rapidement de la sphaigne vivante. La première erreur que j'ai commise et qu'il t'est possible de voir dans la vidéo du 17 mars 2020, c'est d'avoir voulu cultiver ma sphaigne en extérieur. Normalement, la sphaigne pousse très bien en extérieur et même en hiver. Alors certes, ça pousse et ralentit, puisque avec le froid, avec les gelées, la sphaigne ne pousse quasiment plus. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, pendant cette période-là, mes bacs qui étaient placés en extérieur, juste devant ma serre qu'il y a là, les bacs se sont mis à geler, puisque avec l'hiver, avec les très fortes précipitations, le bac était complètement gorgé d'eau, la sphaigne était submergée par l'eau et celle-ci a gelé. Ce qui fait que, pendant une bonne petite semaine, voire même 2, je crois, les bacs étaient complètement gelés, ce qui a complètement figé la croissance de la sphaigne. Et une fois de plus, en hiver, la croissance est ralentie. Personnellement, de ce que j'en ai constaté, en tout cas dans les conditions dans lesquelles j'ai voulu cultiver ma sphaigne, je me suis rendu compte qu'elle n'a pas du tout poussé en hiver. Ce qui fait que, pour pallier à ce problème, j'ai décidé de relancer une nouvelle culture de sphaigne, et du coup c'est comme ça que j'ai obtenu ce genre de résultat. J'ai finalement décidé de libérer de l'espace dans mon ancienne serre qui est juste devant moi, qui est elle maintenue hors gel l'hiver. Il y a un petit chauffage qui se déclenche à partir du moment où on descend en dessous de 0 degré. Le chauffage s'active histoire de chauffer la serre jusqu'à 5 degrés. Ce qui fait que cette serre elle est maintenue hors gel l'hiver. Et donc, certes, la pousse a été également ralentie cet hiver lorsque la sphaigne était disposée dedans, mais elle a quand même réussi à pousser un petit peu légèrement, ce qui fait que ça m'a permis d'obtenir une première récolte de sphaigne, et là aujourd'hui on va obtenir également une seconde récolte. Donc première solution, ça serait pour toi de lui trouver, comme j'ai décidé de le faire, un lieu qui est maintenu hors gel l'hiver. Donc si tu as une serre, c'est un endroit parfait pour faire pousser ta sphaigne. Si tu as également une véranda par exemple, c'est également un très bon endroit si celle-ci est non chauffée l'hiver, et même si elle est légèrement chauffée aux alentours des 10-15 degrés, ta sphaigne pourra continuer à pousser légèrement. Et ça, c'est une chose qui est primordiale si tu veux gagner de précieux mois sur ta récolte. La deuxième erreur que j'ai commise en décidant de cultiver ma sphaigne en extérieur, c'est que je n'avais pas forcément prévu les oiseaux qui allaient venir se servir dedans. Oui, les oiseaux, pour faire leur nid, cherchent des petites brindilles, des petites herbes, etc. Et les oiseaux qui sont présents dans mon jardin, notamment dans les haies qu'il y a juste à côté de la serre, s'en sont donnés à cœur joie et ont prélevé énormément de ma sphaigne, ce qui fait que des fois en me réveillant le matin, j'avais des trous complets dans mes bacs de culture, ce qui fait que forcément j'en ai perdu également pas mal. Et c'était difficile du coup pour elle lorsqu'elle commençait à pousser, forcément on n'obtient pas de sphaigne puisque les oiseaux se servent dedans. Donc
la solution que j'ai trouvée à ça et que je te recommande vivement également d'appliquer, c'est d'aller te procurer un filet contre les oiseaux. Alors c'est pas un filet qui va tuer les oiseaux, non, ça va simplement leur montrer qu'il y a un filet noir et que donc ils ne peuvent pas accéder à ton bac. Tu pourrais, si tu as réalisé un bac comme tu l'as vu dans la vidéo du 17 mars 2020, utiliser des pinces à linge pour pouvoir accrocher ton filet à ton bac et faire en sorte que celui-ci soit bien tendu pour que, les oiseaux ne puissent pas y accéder. Tu pourrais également utiliser par exemple des petits tuteurs que tu viendrais accrocher à ton bac, histoire d'avoir le filet qui est au-dessus de ton bac potentiellement, histoire également une fois de plus de protéger ta culture de sphène des oiseaux si toi également tu décides de la cultiver en extérieur. Donc certes, la solution qu'il existe, c'est donc d'acheter un filet anti-oiseau, mais tu pourrais également, par rapport à la solution 1 que je t'ai donnée, la cultiver en serre, en véranda, etc. Ou alors, par exemple, si tu décides de la cultiver en extérieur, de placer par exemple une vitre dessus, ce qui permettra, lorsqu'il y a également les rayons du soleil qui tapent dessus, de réchauffer un petit peu ta culture de sphène, ce qui l'aidera également à se développer. Et donc également cette paroi en verre protégera également l'attaque des oiseaux qui auraient envie de se servir pour faire leur nid. Je viens de sortir le filet anti-oiseau que j'avais acheté. Alors j'en avais acheté 2, je n'en ai utilisé qu'un, mais c'est histoire de te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. C'est simplement ça, ça fait des petites mailles. Il y a suffisamment d'espace pour laisser passer la lumière, donc ce qui est quand même très important parce que la sphène aime bien la luminosité, même si c'est un point qu'on va voir juste après parce que c'est une autre erreur que j'ai commise. Donc voilà, j'ai dû l'acheter une petite dizaine d'euros, même pas. Il fait 5 mètres par 6, donc largement de quoi couvrir 3-4 bacs de 1 ou 2 mètres carrés sans aucun souci. La troisième erreur que j'ai commise, c'est d'avoir placé mes bacs quasiment en plein soleil avec une luminosité hyper importante. L'hiver, l'automne et le printemps, ce n'est pas un très gros souci puisque à cette période-là, en tout cas en région nantaise, on a suffisamment de précipitations plus les arrosages complémentaires que j'y ajoutais histoire de faire en sorte de garder la sphène et la tourbe blonde, le lit de tourbe blonde qu'il y a en dessous, très humide, gorgé d'eau. Mais l'inconvénient, c'est que l'été, la sphène, elle a énormément chauffé. Ce qui fait que j'étais obligé de l'arroser quasiment tous les jours si je ne voulais pas l'avoir cramé. Sauf que, en plein soleil dans ces conditions-là, et étant donné que les rebords de mes bacs faisaient seulement 8 cm et n'étaient pas suffisamment hauts pour contenir suffisamment de tourbe et également suffisamment d'eau, elle a grillé de nombreuses fois. Ce qui fait que, ma récolte n'a pas été aussi bonne que je l'aurais souhaité. Donc la solution qui s'offre à toi et que j'ai mise en application, c'est de l'avoir placé dans ma serre et dans une situation beaucoup moins lumineuse. Certes, la sphène a les petits rayons du soleil du soir entre 18h et 20h l'été, mais sinon le reste de la journée, la sphène est à l'ombre. Alors, elle n'est pas non plus complètement ombragée parce que si la sphène est placée trop à l'ombre, les brins vont s'étioler, c'est-à-dire qu'ils vont pousser vers le haut pour aller chercher la lumière. Et ça, c'est pareil, c'est un phénomène qui est pas top. Si tu veux avoir plutôt des brins de sphène qui vont être compacts, ce sera beaucoup mieux plutôt que de placer ta sphène dans une situation qui est beaucoup trop ombragée. Donc il va falloir que tu, en fonction une fois de plus de ta situation, en fonction de la région où tu habites, que tu trouves le juste milieu. Si tu habites dans le nord de la France, en Normandie, en Bretagne, mais également en Pays de la Loire comme moi, il va falloir que tu lui trouves une situation qui est lumineuse mais qui a seulement 1, 2, peut-être 3 heures de soleil direct dessus, mais pas aux heures chaudes de la journée. Donc si par exemple ta sphène prend la luminosité de 9h du matin jusqu'à midi à peu près, c'est bon. Si elle prend également la luminosité, comme je te le disais, de 17h jusqu'à 20h, c'est ok. Mais par contre, sur les heures les plus chaudes, donc de midi jusqu'à 16h, c'est très important que ta sphène ne soit pas exposée en plein soleil parce que sinon, elle risque de brûler. Et donc, cela compromettra également pour toi aussi ta récolte. Donc, la solution serait, une fois de plus, de lui trouver une exposition qui lui est adaptée. Si tu habites plutôt, au sud de la France, il va falloir également que tu lui trouves une situation qui est très ombragée, donc avec 1
à 2 heures d'ensoleillement sur la période entre 17h et 20h ou alors entre 9h et 11h le matin, ça devrait convenir. Mais une fois de plus, la sphaigne, elle est très représentative de son état parce que finalement, si tu vois que les brins commencent à devenir un petit peu blancs sur le dessus, ça va être soit qu'elle manque d'eau, soit qu'elle a trop de lumière. Donc il va falloir ensuite potentiellement que tu la changes d'espace, de place, pardon. Si tu vois que tes brins de sphaigne commencent à te montrer ce genre de signe-là, c'est que il va falloir que tu déplaces ton bac de place car elle a trop de lumière. Donc essaye de lui trouver la bonne situation. Une fois de plus, tout dépendra de la région dans laquelle tu habites. Donc prends ça en considération et fais en sorte de lui trouver un emplacement qui lui est adapté, où elle ne cramera pas et où tu te rendras compte que les brins, lorsqu'ils vont commencer à se développer et à pousser, commencent à devenir verts. Et s'ils sont verts et qu'ils restent verts, c'est que c'est bon signe et qu'il faut que tu lui gardes ce genre de situation lumineuse. J'avais lancé plusieurs cultures de sphaigne dans différents types de bacs, mais comme je te le disais, le test que j'avais réalisé le 17 mars, la sphaigne avait été disposée dans les bacs identiques à ceux dans lesquels tu vois les plantes carnivores qu'il y a juste derrière moi, avec des rebords de 8 cm, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est la hauteur simplement d'une planche de palette. Donc je te recommande vivement d'utiliser des rebords qui sont beaucoup plus hauts, aux alentours des 15 cm minimum, voire même 20, ce qui te permettra de disposer un tapis de tourbe beaucoup plus important et donc également d'avoir une meilleure capacité de stockage d'eau, ce qui fait que ta sphaigne aura beaucoup plus de mal à s'assécher, notamment l'été. Si en plus de ça tu lui trouves la bonne exposition, l'eau aura donc encore moins de possibilités de s'évaporer si la hauteur de tes rebords est suffisante, ce qui fait que tu pourras également gorger tes bacs d'eau, tes bacs de culture de sphaigne. Tu pourras mettre beaucoup d'eau et donc comme ça sera beaucoup plus adapté à la culture de sphaigne. Faisons un petit récapitulatif des 5 erreurs que j'ai commises avant de passer au bonus, au numéro 6, à l'erreur que j'ai commise il y a peu. Donc la première serait de cultiver ta sphaigne en extérieur, ce qui fait que l'hiver, en fonction de la région dans laquelle tu habites, il y a de grandes chances que tu aies des gelées dans ta région et donc la pousse de ta sphaigne sera complètement ralentie, voire arrêtée l'hiver. Également, en la plaçant en extérieur, si tu ne places pas de filet contre les oiseaux pour les empêcher de venir la prélever, il y a de grandes chances que les oiseaux s'en donnent à cœur joie et viennent prélever tes brins de sphaigne pour faire leur nid. Également, en extérieur, c'est très important, si tu décides de la cultiver dans ces conditions-là, de ne pas lui donner une exposition beaucoup trop lumineuse, quasiment en plein soleil, puisque l'été notamment, ta sphaigne risque de griller, même si tu l'arroses beaucoup comme je l'avais fait presque tous les jours. Et en plus de ça, si tes rebords ne sont pas suffisamment hauts, tu n'auras pas une capacité de stockage d'eau suffisante et donc ton bac s'asséchera beaucoup plus rapidement et ta sphaigne commencera à brûler, commencera à cramer. Tu le verras de toute façon lorsque les brins en surface deviendront blancs et commenceront ensuite à brunir. Et en bonus, numéro 6, l'erreur que j'ai commise il y a peu, c'est de ne pas avoir récolté ma sphaigne suffisamment tôt. Ça fait environ un mois et demi que mon bac est comme ça, que les brins de sphaigne sont bien développés, ce qui fait que certains brins ont commencé un petit peu à s'étioler puisque je ne les ai pas coupés. Et donc je perds un mois et demi dans la récolte de ma prochaine tournée de sphaigne et donc c'est important de la tailler pas au plus vite parce qu'il faut laisser les brins se développer suffisamment, mais dès que tu vois que les brins atteignent, on va dire 3-4 cm environ, c'est le bon moment pour les tailler. Et donc maintenant, je vais te montrer comment est-ce que je taille les brins de sphaigne. Bon, je vais pas te mentir, tailler de la sphaigne, c'est pas sorcier, donc normalement tu devrais t'en tirer, mais je vais profiter de ce moment pour te parler de la conservation de la sphaigne. Comment est-ce que tu vas pouvoir la conserver, dans quelles conditions, étant donné que je ne vais pas relancer une production de sphaigne dès demain. Je vais la conserver quelques jours, histoire de pouvoir lancer une nouvelle production de sphaigne dans les jours à venir dans un autre endroit. Je ne vais pas la cultiver et la mettre en production dans ces serres, elle sera déplacée ailleurs dans un autre endroit et ça de toute façon je t'en parlerai très prochainement dans une nouvelle série de vidéos qui sortira très prochainement sur ma chaîne YouTube. Bon du coup, comme je te le disais, tailler de la sphaigne c'est pas sorcier, donc je vais réaliser ça et je vais ensuite la disposer dans un autre bac noir comme celui-ci et je viendrai ensuite la mettre dans un sachet plastique
hermétique, histoire de bien garder l'humidité. Parce que si tu décides par exemple de la placer dans un pot, par exemple de placer tes petits brins de sphène que tu auras récoltés dans un pot et que celui-ci tu ne le maintiens pas humide, ta sphène va s'assécher très rapidement au bout de 2-3 jours. Donc c'est important pour la conservation de la mettre dans un sac hermétique, étant donné que ta sphène normalement elle est gorgée d'eau. Mais du coup, si tu souhaites la garder bien verte comme ça, pour ensuite relancer une production, le sac hermétique c'est la meilleure solution. Bon, je te parlais d'étiolement tout à l'heure. Alors certes, là, les brins se sont légèrement étiolés, mais bon, là j'arrive à tailler 3-4 cm, voire même 5 environ, donc c'est pas mal, puisque là ensuite les brins, je vais pouvoir m'amuser lorsque je relancerai une production à les couper en deux et on aura des brins qui feront à peu près la même taille, donc ça sera parfait pour relancer une production. Alors quand tu tailles, quand tu récoltes ta sphène, ça va être important de ne pas tirer trop fort sur tes brins, sinon tu vas décoller ton tapis de sphène que tu avais réalisé au préalable. Après c'est pas très grave, là je me rends compte que je viens de faire un petit trou, je vais donc pouvoir m'amuser à reprendre 2-3 petits brins que je vais redisposer, mais essaye de pas le faire sur l'entièreté de ton bac, sinon ça va être compliqué à chaque fois de boucher tous les trous. Donc on tire légèrement dessus histoire de faire en sorte de soulever au maximum les brins, parce qu'on va dire que quand j'arrose la sphène, la plupart du temps elle va se coucher légèrement, ensuite elle va retrouver son aspect naturel, c'est-à-dire que ta sphène va se redresser, et donc là ça va être bien de pouvoir la soulever un petit peu étant donné que certains sont légèrement couchés, et donc de venir tailler à la base. Maintenant que j'ai taillé l'ensemble de la sphène, je vais utiliser les endroits où je n'ai pas forcément très bien taillé, qui restent encore assez verts, pour simplement tailler encore à nouveau la sphène. Donc soit je vais pouvoir utiliser ces brins là pour les mettre avec les autres, ou alors je vais pouvoir compléter les petits trous que j'ai fait lorsque je l'ai coupé. Donc au moins comme ça il y aura de la sphène partout, et personnellement j'aime bien laisser quand même pas mal de surface assez verte. Un petit centimètre environ, ça favorisera la reprise plutôt que de tailler à ras où la sphène à la base était plutôt jaunâtre. Enfin, l'une des dernières étapes quand on a terminé de tailler la sphène et de reboucher les trous, là comme tu le vois j'appuie dessus. Alors certes on sent que le bac est encore un petit peu humide, mais on va venir repasser un bon coup d'eau dessus, histoire ensuite de pouvoir bien tasser la sphène et faire en sorte qu'elle soit à nouveau bien au contact de la tourbe, et que dès les jours qui vont arriver elle puisse commencer gentiment à repartir, étant donné qu'on est à la fin de l'été et j'espère potentiellement obtenir une autre récolte à la fin de l'automne. Bon, juste avant de réarroser la sphène, je vais d'abord replacer le bac à son endroit final, parce que sinon avec l'eau je vais galérer un peu, il y a moyen que je m'en mette sur les pieds. Mais je vais d'abord remplir ma sphène dans le sac hermétique. Ça va me permettre déjà dans un premier temps de quantifier un petit peu la quantité que j'ai récoltée, et ça va permettre également que la sphène qui est encore bien humide, là quand je la touche je sens qu'elle est bien humide. Regarde, si je presse un tout petit paquet de sphène, voilà toute l'eau qui en sort. Donc pour bien garder l'humidité, on va la placer dans le sac. Bon, du coup pour ce qui est de la conservation de la sphène, ça va être important de ne pas la mettre dans un lieu qui va être trop ensoleillé, puisque c'est pareil, la sphène va également potentiellement continuer de se développer dans le sac. Ça m'est arrivé d'avoir des brins de sphène
en l'ayant conservé beaucoup trop longtemps dans le sac hermétique, qui se sont beaucoup trop étiolés. Donc c'est pour ça que là, d'ici la semaine prochaine, je vais réutiliser la sphène que j'ai récoltée pour relancer une production. On peut la conserver 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, presque 1 mois dans son sac, sans que la sphène ne bouge de trop si elle est bien humide. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même la réutiliser et du coup la placer dans une situation qui est légèrement lumineuse mais pas trop. Donc moi je vais simplement la mettre sous ma table de rempotage, au moins comme ça elle aura accès à un petit peu de luminosité mais pas de soleil direct pour éviter qu'elle s'étiole. J'allais enlever l'air, mais on peut lui en laisser un petit peu, c'est pas problématique et au moins comme ça en laissant de l'air ça permet également d'éviter tout simplement qu'en appuyant sur le sac, la sphène se tasse complètement. Je préfère garder un petit peu le volume au niveau des brins. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Je préfère laisser un petit peu d'air. Ça lui permettra d'y avoir accès également. Et voilà, le bac est prêt à repousser à nouveau pour que je puisse faire une autre récolte d'ici l'automne. Bon, je vais te laisser parce que j'ai mes autres bacs de sphènes à tailler. J'espère en tout cas que cette vidéo elle t'a plu. Sache que je reçois énormément d'emails concernant la disponibilité de la sphène vivante sur ma boutique en ligne www.lesdentslaterre.com. Si tu as envie de t'en procurer pour surfacer tes pots de plantes carnivores, pour apporter un substrat qui est adapté à certaines d'entre elles, comme notamment les Darlingtonia qui apprécient énormément la sphène. Si toi aussi tu as des divisions par exemple de Sarracenia à réaliser et que tu as envie de favoriser l'enracinement de tes divisions et que donc tu aimerais te procurer de la sphène, en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, peut-être qu'il y en a de disponibles sur ma boutique en ligne. Donc je te laisse aller y faire un tour. Je te laisse un lien en description pour accéder au site. Et enfin, si tu souhaites t'inscrire à mes emails privés, rejoindre les plus de 2700 personnes qui reçoivent chaque lundi matin dans le mix du lundi mes découvertes, des tips carnivores pour te donner des conseils de culture, te partager mes expériences, mes découvertes, mais également les liens, les reportages, les vidéos, les articles de blog, les sites internet que j'ai pu consulter qui m'ont semblé intéressants et qui pourraient toi également t'aider et que tu as envie du coup de nous rejoindre, je te laisse également un autre lien en description pour t'inscrire aux emails privés et rejoindre les plus de 2700 personnes qui reçoivent ce contenu exclusif autour de la culture des plantes carnivores et donc de notre passion. A tout de suite de l'autre côté, que ce soit sur la boutique ou alors dès lundi prochain dans ta boîte email, le mix du lundi. Et moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble cultivons l'insolite. C'était Enzo pour les Dents de la Terre.